J'aimerais, vous parler de votre avenir financier et j'espère que ces chiffres deviendront applicables à vous tous au fur et à mesure. Et j'aimerais commencer, par vous poser un problème. Et je vais juste parler pendant quelques minutes et nous ferons des questions et réponses parce que ce que nous voulons faire, c'est parler de ce que vous pensez. Mais j'aimerais que vous y réfléchissiez juste une seconde. Si, en sortant d'ici aujourd'hui, je disais « J'aimerais acheter 10% de votre avenir financier. J'allais te faire un chèque aujourd'hui. Et à partir de ce jour, tu allais me donner 10% de tout ce que tu gagnerais. Combien voudriez-vous me facturer pour ça? Je vais en acheter un 10e. Et je pourrais accepter l'offre la plus basse incidemment. Faites donc attention à ce que vous écrivez. Eh bien, je pense que si vous y réfléchissez un peu, vous pouvez y réfléchir pendant quelques minutes. Vous savez, vous allez recevoir un chèque de ma part aujourd'hui. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cet argent. Mais à partir de ce jour, tu devras me donner 10% de ce que tu gagnes. Je pense que ce serait très stupide de votre part, n'importe lequel d'entre vous, si vous demandiez moins de, disons, 50 000. Maintenant, il vous faudra quelques années avant de pouvoir gagner de l'argent. Et donc j'ai quelques années d'argent mort là-bas. Mais ensuite je commencerai à percevoir cette redevance sur vous au fur et à mesure. Donc je pense vraiment que si vous y réfléchissez, la plupart d'entre vous voudraient bien plus que cela. Je pense que tu aurais raison. Heureusement, je n'ai conclu cet accord avec personne lorsque j'ai commencé, donc personne n'a de redevance de 10% sur moi. Mais je pense que 50 000 serait en quelque sorte le minimum absolu. Et si vous y réfléchissez, cela signifie qu'aujourd'hui, vous valez 500 000 parce que 10% d'entre vous valent 50 000 en espèces aujourd'hui, votre potentiel vaut au minimum 100% sur la base de 500 000. Cela est le gros actif financier dont vous disposez. Ce que vous faites avec les 500 000 actifs que vous possédez aujourd'hui est bien plus important que de décider d'acheter des actions ou des obligations ou de placer votre argent dans un fonds commun de placement ou de choisir vos propres actions ou quoi que ce soit de ce genre. Le plus gros actif financier dont vous disposez à des kilomètres est la valeur de votre propre capacité de gain au fil des ans. C'est donc vraiment sur cela que vous devriez vous concentrer. Si vous vous concentrez sur votre avenir financier, cela signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même. Parce que si vos 10% valent 50 000 ou 100 000 ou 300 000, ce qui équivaut à 500 000 pour vous tous, que ce soit l'un ou l'autre dépend en très grande partie sur ce que vous ferez dans les prochaines années. Vous tous ici présents avez le cerveau nécessaire pour réussir extrêmement bien dans la vie. Vous avez tous l'énergie nécessaire pour réussir extrêmement bien dans la vie, et la question est alors de savoir comment l'appliquer. Si vous avez un moteur de 200 chevaux, vous en tirez 200 chevaux, vous exploitez tout votre potentiel, ou est-ce que vous obtenez 100 chevaux ou 50 chevaux? Maintenant, il y a deux choses qui peuvent vous empêcher de tirer toute la puissance de votre moteur, quel qu'il soit. Vous avez tous des moteurs assez gros, et l'un d'eux est le manque d'éducation. Mais cela n'arrivera probablement pas à beaucoup de personnes dans cette salle. Si vous manquiez d'éducation, si vous n'aviez pas la chance d'obtenir une éducation décente dans la vie, peu importe ce qu'était ce potentiel, car vous ne le libéreriez jamais. Mais la deuxième chose la plus importante, et tout aussi importante, concerne les habitudes que vous développez, ce que vous faites de vous-même. Lorsque nous embauchons des gens, nous recherchons 3 qualités. Nous recherchons l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Mais s'ils n'ont pas le premier, l'intégrité, les 2 autres vous tueront. Parce que si vous embauchez quelqu'un sans intégrité, vous voulez vraiment qu'il soit stupide et paresseux, n'est-ce pas? Je veux dire, vous savez, la dernière chose au monde que vous souhaitez qu'il soit intelligent et énergique. Ainsi, être intelligent et énergique ne va de pair qu'avec intégrité. Vous prenez votre propre décision à ce sujet. Vous ne pouvez pas changer très facilement votre QI, la distance à laquelle vous pouvez lancer un ballon de football, la hauteur à laquelle vous pouvez sauter ou la couleur de vos cheveux, mais vous pouvez choisir d'avoir une intégrité qui correspond à celle de n'importe qui d'autre. Et si vous associez cela à l'intelligence, à l'énergie, vous obtiendrez un résultat extraordinaire. Et vous seriez très stupide de me vendre 10% de vous-même
pour 50 000. D'un autre côté, si vous ne parvenez pas à cela, votre potentiel restera dans une large mesure inutilisé. Et je vais vous faire un petit test simple à appliquer pour réfléchir au type d'habitude que vous souhaitez développer. Parce que vous pouvez avoir toutes les habitudes que vous voulez. Vous pouvez être paresseux, vous pouvez être rapide, vous pouvez l'être, vous pouvez être en retard, vous pouvez être honnête, vous pouvez prendre des raccourcis. Je veux dire, vous avez tous ces choix et ce sont des choix à faire. Personne d'autre n'allait les fabriquer pour vous. Et je vous suggère de jouer à ce petit jeu quand eux aussi pensent à la personne que vous aimeriez le plus être dans la vie. C'est peut-être l'un de vos contemporains, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé, mais choisissez la personne que vous admirez le plus, celle avec qui vous échangeriez votre place si vous le pouviez. Et puis écrivez pourquoi vous les admirez. Mettez-le simplement sur un morceau de papier. Et puis trouvez la personne avec qui vous aimeriez le moins changer de place et qui vous rebute vraiment. Qui trouvez-vous répugnant et énumérez les raisons pour lesquelles cette personne vous rebute autant et notez-les de l'autre côté du papier. Puis regardez cette liste et vous constaterez que tout sur le côté gauche, ce que vous admirez chez les autres, les qualités qu'ils donnent vie, la gaieté, vous savez, la générosité, toutes sortes de choses. Vous découvrirez que ce sont des choses que vous pouvez faire vous-même. C'est très simple. Vous devez vous appliquer, mais les habitudes que vous prenez en faisant cela dès le début vous guideront tout au long de la vie. Et d'un autre côté, vous découvrirez que les choses qui rendent les gens répugnants, l'égoïsme, l'odieux, toutes ces choses, l'égoïsme, sont des choses que personne n'est obligé d'avoir. Si vous les trouvez en vous-même, vous pouvez vous en débarrasser à condition de vous en débarrasser tôt. Donc, tout ce que je suggère, c'est que vous écriviez une liste de ce que vous admirez, de ce que vous trouvez méprisable. Et décidez que, vous savez, ceux du côté admiré sont ceux que vous allez acquérir pour vous-même. Et si vous faites cela quand vous êtes jeune, cela vous accompagnera tout au long de votre vie. Cela ne fonctionne pas si vous le faites à 50 ou 60 ans. À ce moment-là, les habitudes sont trop bien ancrées. Mais si tu le fais tôt, le comportement devient une habitude. Donc si vous faites cela dans 2 ou 3 ans, si vous faites le même exercice, vous découvrirez que la personne que vous admirez le plus, c'est vous-même. Cela peut être un peu dangereux dans certaines circonstances, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, tu veux être quelqu'un que tu aimes, et vous ne voulez pas être quelqu'un que vous n'aimez pas et prendre ces habitudes très tôt. Vous ne pouvez pratiquement pas manquer maintenant. Je vais vous donner un autre petit conseil. Ce n'est qu'un corollaire à ce sujet, puis nous passerons à vos questions. De manière générale, en tant que conseil financier spécifique, je dirais d'éviter les cartes de crédit. Oubliez-les. Nous sommes présents dans diverses entreprises qui émettent des cartes de crédit. Le public américain adore les cartes de crédit. Mais si vous commencez à emprunter de manière renouvelable sur les cartes de crédit, vous allez payer 18 ou 20%. Et vous ne pouvez pas progresser dans votre vie financière en empruntant de l'argent à 18 ou 20%. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en le prêtant à 18 ou 20% au fil du temps. Vous savez, si vous pouvez trouver quelqu'un de bon qui empruntera auprès de vous, mais vous ne voulez pas être du côté de l'équation qui est toujours en retard dans la vie. Tu sais, j'ai eu de la chance d'avoir économisé environ 10 000 à la sortie de l'école. Ces 10 000 valaient vraiment des millions. J'aurais peut-être gagné plus tard parce qu'après avoir fondé une famille et tout, les dépenses arrivent, mais c'était mes outils avec lesquels travailler. Mais c'était uniquement parce que j'étais en avance sur le jeu. Si vous êtes en retard de 10 000 € à un moment donné et que vous payez 18 ou 20% d'intérêt dessus, vous ne vous en sortirez jamais, vous savez. Vous ne vous en sortirez jamais. Donc le truc, c'est que j'ai un partenaire qui dit « Tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir. Donc je n'irai jamais là-bas. » Vous savez, et c'est également vrai en matière financière. Vous voulez savoir où vous ne voulez pas être. À l'avance et évitez cela. Et je reçois environ une douzaine de lettres par jour de personnes qui ont de terribles problèmes. Et il y a 2 raisons pour lesquelles ils ont de terribles problèmes.
La première est qu'un certain nombre d'entre eux ont eu des problèmes de santé. Je veux dire, ils ont vraiment été frappés par certains, ou un membre de leur famille a été touché par une sorte de maladie catastrophique. Et c'est, vous savez, c'est une chose terrible qui arrive à n'importe quelle famille. Et ils entrent, ils accumulent des factures qu'ils ne peuvent pas payer, et en réalité, seule la société peut résoudre ce problème. En termes de protection des gens contre ça, ce n'est tout simplement pas de chance. Mais l'autre vient de gens qui accumulent des dettes de cartes de crédit et ils sont au bord de la faillite ou ils ont déjà fait faillite une fois auparavant et ils doivent beaucoup d'argent et ils ne peuvent même pas payer les intérêts, encore moins payer le principal. Et la moitié de mes lettres viennent de gens comme ça et ce problème est évitable. Une maladie catastrophique ne l'est pas, mais la dette de carte de crédit est quelque chose que vous apportez vous-même et c'est bien mieux. C'est bien plus facile de rester en dehors de cela. Des ennuis plutôt que de s'en sortir financièrement. Et je vous garantis que si vous avez une grosse carte de crédit, vous aurez des ennuis, probablement pour le reste de votre vie en termes de situation financière. D'un autre côté, si vous prenez de l'avance, même si c'est à une échelle très modeste, de sorte que l'argent provient de l'investissement et que vous, les gens vous doivent de l'argent ou des actions, vous êtes propriétaire. Vous aurez une longueur d'avance par rapport au fait de payer, en étant toujours en train de payer, vos créanciers chaque mois. Donc, mon conseil est le suivant. Si vous ne pouvez pas payer pour cela, ne l'achetez pas et mettez-vous dans une position où vous pouvez payer pour n'importe quoi. Et puis, nous serons heureux de le voir. Borsheim du marché du meuble du Nebraska. Maintenant, posons quelques questions. Avons-nous un micro auquel les gens peuvent accéder ou qui se déplace ou quoi que ce soit qui vous préoccupe? Renseignez-vous. Ne soyez pas timide. Comment conseilleriez-vous des personnes qui ne se lancent pas nécessairement dans un domaine de carrière dans lequel vous gagneriez un salaire, comme la médecine ou quelque chose comme ça, peut-être, les arts du spectacle ou la musique? Que nous conseilleriez-vous pour suivre financièrement le reste du monde? Eh bien, il est vrai qu'un système de marché ne rémunère pas aussi bien dans certaines activités qu'il pourrait paraître approprié compte tenu de l'importance de ces activités. La société prend simplement l'enseignement, par exemple. Je veux dire, l'enseignement n'est pas bien payé. Et quoi de plus important? Je veux dire, vous savez, vous devez être aussi intéressé par qui vous êtes, les professeurs de vos enfants, que par qui est votre comptable, ou vous savez, peu importe, ou qui remporte le titre des poids lourds du monde, ou ce genre de choses, mais ça ne paie pas bien. Et c'est un choix fondamental que vous alliez vous lancer dans quelque chose. Et pour beaucoup de gens, ce serait un choix fondamental que vous alliez vous lancer dans quelque chose que vous aimez, ou quelque chose à faire, pour essayer de gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'en général, il vaut la peine de suivre ce que l'on aime. Et je pense que c'est très difficile de trouver des gens à mon âge qui disent qu'ils ont aimé ce qu'ils ont fait toute leur vie et qu'ils estiment que cela en valait la peine, mais ils sont terriblement tristes d'avoir fait ce choix parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait déjà dit qu'il aurait aimé se lancer dans autre chose et qu'il ne se sentait pas à l'aise ou ne l'appréciait pas. Je ne me sentais pas très productif, mais je gagnais beaucoup d'argent. Donc je ne pense pas que vous trouverez cela. Alors je le ferai, j'irai travailler. Peu importe ce qui vous excite, il se peut que ce soit plus rentable que vous ne le pensez, mais presque tout le monde ici gagnera assez d'argent à moins qu'il ne prenne de terribles habitudes en cours de route. Pour réussir raisonnablement bien et réussir raisonnablement bien dans ce domaine, je veux dire, il n'est pas nécessaire d'avoir d'énormes sommes d'argent pour s'amuser. Je me suis bien amusé quand j'avais 10 000 $ par an et je vis dans la même maison que celle dans laquelle je vivais lorsque je faisais, quand j'en avais à peu près ça. Je l'ai acheté il y a 41 ans. J'ai aimé la maison, puis j'ai aimé la maison. Maintenant, je veux dire, si vous y réfléchissez, si vous avez un travail raisonnable, vous mangerez chez McDonald's et je mangerai chez McDonald's. Nous devons donc continuer à insister sur la nourriture. Je veux dire, tu sais, en fait, j'espère que c'est Dairy Queen en fait. Et si vous venez à Dairy Queen, vous me verrez et vous pourrez commander tout ce que je peux commander dans le menu et nous pourrons tous les deux nous le permettre. Tu sais, tu porteras les mêmes vêtements que moi. Je paierai plus cher mes costumes, mais dès que je les enfile,
Ils me paraissent bon marché. Alors nous aurons à peu près la même apparence. Nous vivrons tous les deux dans le même genre de maison. Je vis dans cette maison depuis 41 ans et il fait chaud en hiver et frais en été et c'est confortable. Et vous vivrez dans une maison similaire. Et puis, quelle différence cela fait-il si vous avez 50 chambres de plus ou, vous savez, si les maisons d'hôtes sont toutes là, vous savez, cela vous posera probablement des problèmes. Je veux dire, tu dois t'inquiéter du gardien du green ou de quelque chose comme ça quand tu passes. Alors moi, j'ai été dans les maisons des gens. Où valent les maisons? Probablement 200 fois ce que vaut ma maison. Et je ne serais pas du tout plus heureux dans ces maisons. En fait, je serais moins heureux. J'aurais juste encore une chose à m'inquiéter. Et, vous savez, des dizaines de personnes autour de vous, des gens qui démissionnent et des gens qui vous volent, et toutes sortes de choses. Au diable ça? Ouais. Nous conduirons le même genre de voiture. En fait, vous conduirez probablement une meilleure voiture. Je conduis une voiture qui a environ 8 ans. Je ne sais pas ce que ça vaut maintenant, mais ça me fait du bien. Je veux dire, je suis parfaitement heureux. Nous regarderons la même télévision, vous savez. Nous allons travailler à peu près sur le même ordinateur. La seule différence sera la façon dont nous parcourons de longues distances, vous savez. Je volerai dans un avion plus confortable que celui de Southwest Airlines ou quelque chose du genre, contre lequel je n'ai rien contre. Mais c'est la seule grande différence. Et à part ça, je fais ce que j'aime chaque jour. J'espère que vous ferez ce que vous aimez faire chaque jour. Et je travaille avec des gens sympas. J'espère que vous travaillez avec des gens sympas. Il y a 24 heures dans une journée, et c'est là que vont les heures. Alors oui, c'est tout. Une grande richesse est très légèrement différente, dans un sens réel, du fait d'avoir juste un revenu décent et d'échanger un revenu décent et quelque chose que vous aimez faire, et quelque chose où vous sentez que cela vaut la peine de le faire contre une énorme richesse où vous sacrifiez beaucoup de vos principes. C'est une terrible erreur. Reconnaîtriez-vous davantage votre réussite sur vous-même ou grâce à l'aide et aux enseignements des autres? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Si vous me dites qui sont vos héros, je ferai une assez bonne prédiction sur ce que vous allez faire. Et moi, j'avais les bons héros. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, et mes héros ne m'ont jamais laissé tomber et ont commencé avec mon père. Et puis, j'en ai eu d'autres en affaires. Et donc, j'ai eu d'excellents professeurs, certains enseignants formels, d'autres qui étaient juste des enseignants informels, des enseignants par instinct ou par l'exemple. Et si je n'avais pas eu ces enseignants, vous savez, ma vie, je suis sûr que ça aurait été très différent si j'étais né ailleurs quand je suis né en 1930. Et l'époque. Une naissance sur 50 dans le monde a eu lieu aux États-Unis. J'étais donc confronté à une probabilité de 50 contre 1 de ne pas être né aux États-Unis. Je l'aurais fait, j'aurais été un désastre. Vous savez, si j'étais né en Afghanistan ou au Pérou ou ailleurs, je veux dire, j'étais extraordinaire. J'ai gagné à la loterie le jour de ma naissance, vous savez, en étant né dans ce pays. Et vous aussi. Les chances étaient probablement de 40 contre 1 contre votre naissance dans ce pays. Et il y avait 5 fois plus de chances d'être né en Chine, ou 6 fois, 4 ou 5 fois plus de chances d'être né en Chine. En Inde, ou dans un autre endroit où il n'aurait pas été aussi facile d'exploiter pleinement le potentiel de votre talent. Nous avons donc tous gagné à la loterie à cet égard, et c'est tout simplement de la chance. Je veux dire que j'ai eu de la chance d'être né à cette époque. Je veux dire, l'allocation de capital est quelque chose qui rapporte extrêmement bien dans notre société actuelle. Mais cela n'est pas payant dans d'autres sociétés et cela n'a pas été payant, vous savez, il y a de nombreuses années. Mon ami Bill Gates dit que si j'étais né il y a quelques milliers d'années, j'aurais été un déjeuner d'animaux, vous savez. Je ne peux pas courir très vite et je ne peux pas grimper aux arbres. Et vous savez, je ne l'ai tout simplement pas fait. Ce sont des talents. Personne ne m'a demandé de grimper aux arbres maintenant, mais il fut un temps où ça aurait pu être important. Et accessoirement, Bill aurait été un petit déjeuner d'animaux. Je veux dire, il ne peut pas non plus courir aussi vite, mais de toute façon, tu sais,
Nous avons de la chance. Je veux dire, imaginez simplement être né il y a quelques centaines d'années avec exactement les mêmes talents et jusqu'où il vous aurait mené alors. Vous savez, la personne moyenne avec qui elle vit bien mieux que la personne la plus riche a vécu 100 ou 150 ans. Donc j'ai de la chance à cet égard, chanceuse d'être née de parents formidables. J'ai eu la chance d'avoir grandi à Omaha et dans un excellent système scolaire public. Je dois commencer ici dans les 8 premières années. Cela m'a donné une base qui plus tard, lorsque j'ai quitté la piste à plusieurs reprises, m'a permis de m'en sortir parce que j'ai eu une excellente éducation primaire ici même, à Omaha, à Rose Hill. Et l'une des raisons pour lesquelles je l'ai eue par hasard est plutôt malheureuse, mais j'ai eu une excellente éducation. En partie parce que les femmes étaient énormément discriminées. Et donc, une femme à cette époque pouvait être enseignante. Elle pourrait être secrétaire. Elle pourrait être infirmière, vous savez, et c'était tout. Vous disposiez donc de la moitié du vivier de talents aux États-Unis, limité à quelques emplois seulement. Donc, vous aviez une abondance de talents, dans C&S activités comme les soins infirmiers ou l'enseignement parce que ce talent chez les hommes était réparti dans tous les actes, toutes les formes d'activités professionnelles, mais avec les femmes, c'était concentré dans quelques zones. Et ça m'a profité, c'est un peu triste parce que ça n'a pas profité à ces professeurs, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment été comme ça, toute ma vie, et ce que je fais, c'est quoi ce que je fais est important, comme vous le savez, ce que fait un bon professeur ou une bonne infirmière ou quelque chose du genre. Vous savez, je pense que c'est assez discutable. Cela rapporte énormément dans une économie de marché comme celle des États-Unis. Mais c'est un accident. Cela n'avait rien à voir avec mes capacités innées. La technologie de M. Buffett a été un facteur important pour stimuler l'économie mondiale. Quelles sont vos prédictions pour l'avenir de l'industrie technologique et quel est son rôle futur dans l'économie mondiale et aux États-Unis? Eh bien, cela ne fait aucun doute. Cela bouleverse le monde. C'est déjà fait un peu, mais ça va, vous savez. Ça ne fait que commencer, mais ça avance très vite. J'ai rencontré Gates le 15 juillet 1991. J'étais là-bas pour une célébration du 4 juillet avec un ami qui est décédé par la suite dans un Greenfield avec le Washington Post. Et elle nous a emmenés rendre visite à la famille Gates. Et il a essayé de m'éduquer sur la haute technologie. Et il avait eu plus de chance avec les chimpanzés. Je veux dire, j'étais vraiment un désastre, mais c'est un bon professeur. Mais une chose qu'il m'a dit, c'est qu'à l'époque, il a dit « Vous savez, vous avez ce modèle dans votre tête du monde, et votre modèle a le temps et la distance, comme facteurs très limitants. » Et il a dit qu'il ne constitue plus des facteurs limitants. Il a dit « Vous savez, le coût pour parler à quelqu'un dans le monde, ou pour faire passer votre message devant quelqu'un ou pour le publier, il a dit « Ça va être nul ou si proche de zéro, ça ne fait aucune différence. » Et vous savez, c'était révolutionnaire, mais cela se produit déjà d'une manière très importante, et c'est juste 8 ans plus tard, et ça explose. Donc la technologie de l'information de haute technologie, peu importe comment vous voulez l'appeler, est en train de changer le monde, et elle va le changer d'une très très grande manière. Et ça va changer. Je veux dire, c'est l'une des choses auxquelles je pense dans les entreprises que nous achetons. Nous avons annoncé l'achat hier d'un détaillant de meubles à Boston, dans la région de Boston. Et vous savez, je me demande quel effet ce nouveau monde a-t-il en termes d'Internet sur la vente au détail de meubles. Je veux dire, tu dois réfléchir à des questions comme celle-là. Les changements seront énormes. Je le ferai. J'ai joué au bridge hier, avec des gens dans tout le pays, mais j'y ai joué avec des gens du monde entier. Je viens de m'asseoir sur mon ordinateur et j'ai du popcorn là-bas et je suis en kaki et un pull. Et moi, je peux faire une partie de bridge en 30 secondes avec des gens du monde entier et sans aucun frais. Vous savez, c'est très différent d'essayer d'organiser un match avec 4 personnes à Omaha. Vous savez, un jour où un gars veut jouer au golf et un autre veut regarder du baseball. Et je veux dire, c'est ça change les choses d'une manière énorme. Nous sommes très chanceux. Je veux dire, cela dépend de la mesure dans laquelle les États-Unis sont en tête du monde dans ce domaine. Je veux dire, nous avons une piste. Il est difficile de penser à qui occupe la 2e place. Et il y a une quinzaine d'années, ce pays souffrait d'un complexe d'infériorité. Il serait difficile pour vous de vous en souvenir parce que vous n'étiez pas assez vieux pour être là à ce moment-là.
Mais au début des années 80, on se demandait si les Allemands et les Japonais allaient tout posséder, et s'ils fabriquaient tout l'acier et toutes les voitures, et les téléviseurs, et nous allions retourner des hamburgers. C'était la ligne standard. Et imaginez simplement que sur une courte période, environ 15 ans, cela a changé de manière importante, et a changé à cause de cette information, une révolution où nous, comme je l'ai dit, je ne sais pas qui vous nommeriez au 2e rang mondial, mais voici l'industrie la plus importante au monde. Et les États-Unis ont cette position incroyable, et nous évoluons constamment avec cette position. Je pense donc que cela plaide en faveur d'un avenir formidable pour le monde au fil du temps. Et je pense que cela plaide encore plus en faveur d'un avenir formidable pour cette entreprise, ce pays. Quelles sont les meilleures façons pour les jeunes de commencer dès maintenant à assurer leur avenir financier? Et pourquoi? Pour assurer leur avenir financier. Oh, eh bien, ce n'est pas le CA. Ce n'est pas très compliqué. Cela revient à utiliser pleinement ses propres talents d'abord. Je veux dire, la différence entre le fait que vous gagnez X, 2X ou 3X par an, dans 20 ans, sera fonction de votre qualité et non de votre talent. Mais comment, dans quelle mesure utilisez-vous les talents que vous possédez déjà? Et c'est donc votre meilleur avenir financier. C'est votre propre capacité à le faire. D'utiliser ces capacités à leur potentiel et ils ne peuvent pas l'accepter. Cela ne peut pas vous être enlevé. Vous ne pouvez même pas le taxer. Je veux dire, vous savez, la plupart des choses, si vous le voulez, si vous voulez un bien immobilier, s'il double les impôts, il double les impôts et cela change. Votre propriété sur la propriété parce que maintenant, en fait, les autorités fiscales en possèdent une plus grande partie parce qu'elles ont un plus grand contrôle sur les flux de revenus. La même chose pour presque tous les actifs que vous possédez. Mais ils ne taxent pas ce que vous avez en tête et ils ne mettent pas à l'épreuve votre capacité à commencer à performer lorsque vous arrivez au travail le matin et à terminer le soir, à votre potentiel. L'une des choses qui m'étonne, c'est la façon dont les gens qui réussissent vraiment bien vous sautent dessus une fois que vous dirigez une entreprise. Quand je suis sorti de l'école, je pensais que tout le monde se comporterait de cette façon, mais ce n'est pas le CA. La plupart des gens vivent en quelque sorte en somnambulisme, et si vous ne le faites pas, vous vous démarquerez. Donc, la chose la plus importante pour votre avenir financier, c'est vous-même. Maintenant, au-delà de cela, il s'agit toujours d'être en avance plutôt que d'être en retard. Cela économise un peu importe la façon dont vous le faites. Je veux dire, j'ai livré des papiers. Je travaillais pour quelques centimes. J'ai vendu des balles de golf. J'avais un flipper à proximité. J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont permis d'en accumuler environ 10 000 à la sortie de l'école. 10 000 ne va pas aussi loin aujourd'hui qu'à l'époque, mais il est extrêmement important d'avoir quelque chose pour avoir une longueur d'avance et ne pas rester en retard sur le jeu. Je veux dire, juste, vous savez, si vous comptez courir 100 mètres contre un groupe de personnes dans la vie, si vous pouvez le comprendre de telle sorte que lorsque le coup de feu explose, vous ayez 10 ou 15 mètres devant au lieu de 10 ou 15 mètres derrière, cela va faire une énorme différence dans le résultat de cette course. Donc, avoir des ressources nettes ne fait pas beaucoup de différence, qu'elles soient en action ou en obligation, à mon avis, mais ne pas avoir de dette quand cette arme explose, quand tu sors de l'école. C'est un énorme avantage d'être derrière le jeu, vous savez. Cela peut venir de la livraison d'un journal le matin, cela peut venir d'un travail à temps partiel quelque part, mais mettez de côté quelques dollars pour vous-même. Mais pour que le moment venu, vous entrez. Lorsque vous entrez sur le marché du travail, vous êtes en avance et non en retard. Et puis, une fois sur place, ne prenez pas de retard en achetant tout un tas de choses que vous pensez payer un jour, alors que vous payez 20% d'intérêt entre les deux. Je me demandais, avec l'augmentation des coûts de l'éducation aujourd'hui, que peuvent faire les étudiants pour faire face à leurs dettes une fois qu'ils ont quitté l'université? Eh bien, c'est une question difficile. Je veux dire, je suppose que je le rembourserai aussi vite que possible et que je contracterai le moins de dettes possible. Et avant que ce moment n'arrive, et je dirai cela d'après mon expérience. En affaires, il y a très peu de différence, voire aucune, entre une formation commerciale très coûteuse et ce qui est disponible pour beaucoup moins d'argent.
Alors je suis allé à l'université du Nebraska à Lincoln lors de ma dernière année à l'université. Je suis allé à Wharton quelques années auparavant. J'ai appris autant à l'université du Nebraska qu'à Wharton, et ce n'est rien contre Wharton. Je veux dire, c'est juste que nous avions une très bonne école ici. J'avais des professeurs formidables à Lincoln, et donc je ne supposerais pas cela si je payais quelques milliers de dollars pour une éducation. Ici, dans l'État, par exemple, plutôt que de payer des sommes énormes ailleurs, cela allait faire une grande différence. La majeure partie de l'éducation, vous devez être poussé dans la bonne direction, mais une énorme partie est autodidacte. Je veux dire, Andrew Carnegie a fait une chose merveilleuse dans ce pays en termes de bibliothèque, et j'y passais beaucoup de temps. J'ai été enfermé à l'université d'Omaha quand, ce qui était alors l'université d'Omaha, et c'était le CAS, je ne pouvais pas sortir pendant des heures, et une nuit, j'ai été tellement fasciné par ceux que je lisais, mais il y a toutes sortes d'informations disponibles maintenant avec Internet. C'est tellement, vous savez, plus facile qu'à l'époque, donc c'est disponible. Et il n'est pas nécessaire de payer 30 ou 35 000 par an pour aller dans une grande école pour obtenir une éducation. Je veux dire, si vous voulez apprendre la comptabilité, si vous le faites, ce qui est probablement le cours le plus important que vous suivriez en affaires, si vous voulez apprendre la comptabilité, vous pouvez absolument aussi apprendre la comptabilité. À mon avis, aller à l'ONU, c'est aller à Harvard. Je veux dire, je parierais là-dessus. Et je n'aurais pas à payer d'énormes factures pour suivre une formation commerciale. Maintenant, vous savez, si vous souhaitez suivre une formation médicale, je veux dire, il y a certaines professions pour lesquelles il n'est peut-être pas possible de dépenser beaucoup d'argent et de s'endetter dans une certaine mesure. Vous devez prendre cette décision vous-même, mais j'essaierai certainement de la minimiser. Et j'aurai en quelque sorte compris comment je gérais cette dette dans, disons, une période de 5 ans après avoir quitté l'école, où j'y réfléchirai à 2 fois avant de la contracter. Quel conseil donneriez-vous à une organisation à but non lucratif en création? Pour créer une organisation à but non lucratif, eh bien, j'ai toujours essayé d'éviter de créer des organisations à but non lucratif. Eh bien, cela dépendrait entièrement de ce que je voulais accomplir. Je veux dire, tu sais, ce serait une chose si c'était un hôpital, ça pourrait en être une autre. Tu sais, il y en a tellement de types. Donc, vous savez, vous devez trouver des gens qui sont expérimentés et impliqués dans une entité comme celle-là. Mais ça dépend tellement de l'objectif pour lequel vous travaillez. Je comprends que vous êtes très impliqué civiquement et je me demandais quelle importance vous accordiez à une qualité. C'est pour un individu dans la vie. Et pourquoi? Ouais, eh bien, je ne dirais pas que je le suis. Je veux dire, je fais certaines choses civiques. Je pense que votre modèle en tant que citoyen, par exemple, à Omaha, serait Walter Scott. Je veux dire, il était beaucoup plus impliqué civiquement. Et d'ailleurs, son prédécesseur, Peter Kiewit, l'était aussi, mais Walter se l'a porté vers de nouveaux sommets. Donc je ne veux pas endosser moi-même le rôle de ça. Je fais certaines choses. L'un des problèmes que j'ai, c'est que j'aime tellement ce que je fais que ça prend en quelque sorte le dessus. Je veux dire, je suis comme un gars qui aime beaucoup jouer au golf ou quelque chose comme ça, sauf que j'aime le métier dans lequel je travaille. J'ai une famille qui participe très activement. Certains de mes enfants travaillent sur presque tout ce qui se passe dans le domaine civique. Et vous savez, c'est vrai, en fin de compte, les gens font ce qu'ils veulent faire dans une certaine mesure. Et je pense que je n'ai jamais parlé à personne qui, vous savez, aimait travailler dans des activités civiques qui ne semblaient pas très utiles après l'avoir fait. Je veux dire, ils ont construit quelque chose et participer à la construction de quelque chose est toujours très amusant et en fait, on passe un bon moment. Nous avons par exemple ce tournoi de golf en septembre et nous avons collecté de l'argent pour quelque chose. Mais tout le monde passe un bon moment, donc personne ne paie de prix. En faisant ça, je passe un bon moment. Les gens qui viennent passent un bon moment et nous pouvons les montrer aux gens. Mais vous devriez profiter des choses au fur et à mesure. Et vous le feriez si vous travaillez dans des activités civiques qui vous intéressent et que vous pouvez faire la même chose en politique. Je veux dire,
Si vous trouvez des idées politiques ou des politiciens qui, particulièrement, vous identifiez quand en vous tournant contre vous, vous pouvez tirer beaucoup de satisfaction personnelle. Vous et vous faites quelque chose qui en vaut la peine. Alors je suis simplement votre instinct à ce sujet. Ce serait ma recommandation. J'ai une question. Selon vous, quel est le problème, le plus grand problème économique auquel seront confrontés les jeunes d'aujourd'hui et de demain? Oui, je ne pense pas que vous allez avoir d'énormes problèmes économiques. Je pense que vous vivrez dans une société où la personne moyenne vit mieux et de manière significative que la moyenne d'une génération ou de 2 générations plus tôt. C'est l'histoire de ce pays. C'est un pays merveilleux comme ça. Je veux dire, quand on y pense, nous représentons 4,5% de la population mondiale, vous savez, et ce qui a été accompli ici est incroyable. 53% de la valeur des sociétés cotées en bourse dans le monde se trouve aux États-Unis, avec 4,5% de la population. Ce pays a toujours bien réussi. Ils disent en matière d'action qu'il faut acheter des actions dans une entreprise qui est si bonne que même un idiot peut la diriger. Parce que tôt ou tard, on le fera, et ce n'est pas un mauvais conseil. Eh bien, cela semble avoir été en quelque sorte l'histoire de ce pays de temps en temps. Je veux dire, nous avons eu tous ces problèmes qui sont survenus. Si vous regardez les 100 dernières années et énumérez tous les problèmes auxquels ce pays a été confronté, vous savez, vous pouvez dresser une très longue liste. Et beaucoup de gens qui se sont concentrés sur ces problèmes à l'époque ont négligé la situation dans son ensemble et la situation dans son ensemble. Est-ce que chaque génération était meilleure que la précédente? Et c'est à cause de l'épargne, parce que l'épargne permet aux gens de créer de nouveaux outils pour faire de meilleures choses au fur et à mesure. Et c'est aussi à cause d'un environnement qui permet aux gens de réaliser leur potentiel à un degré supérieur à celui de la plupart des autres environnements dans le monde. C'est loin d'être parfait. Je veux dire, c'est triste à quel point c'est loin d'être parfait. Mais c'est mieux que tout ce qui existe autour. Je veux dire, dans ce pays, vous n'avez pas de commissaire ou quelque chose comme ça qui dirige une grande entreprise dans ce pays. Vous avez un gars comme Jack Welch et un gars comme Jack Welch fait une différence jour et nuit en termes de productivité de cette entreprise sur une période de plusieurs décennies et la productivité est ce qui détermine le niveau de vie pour s'élever. Donc, tout. Ce qui est un système qui lance les Jack Welch du monde pour diriger des entreprises. Cela va avoir un énorme avantage sur une société qui le fait par hérédité ou qui le fait par décret gouvernemental, et nous sommes plus proches de cette société que j'ai décrite que tout autre pays. Et cela a conduit à de grandes choses, et cela continuera à conduire à de grandes choses. Donc je pense que tu as le meilleur avenir. Vous savez, vous n'êtes pas confronté. Vous n'êtes pas confronté à une guerre, et vous avez un meilleur avenir en termes d'obtention de récompenses matérielles que n'importe quelle génération de l'histoire. J'aimerais donc pouvoir vous échanger vos places. Je me demandais si vous, ou si vous pouviez parler au nom de M. Gates, aviez peur de l'impact de l'an 2000 sur l'économie ou plus particulièrement sur le marché boursier. Ouais, eh bien, je suis content que tu m'aies donné une chance de faire venir d'autres personnes parce que je suis le dernier gars au monde à comprendre l'an 2000. Tu sais, je ne sais pas pourquoi ce microphone fonctionne. Je ne sais pas, vous savez, pourquoi les lumières s'allument ou moi, j'allume l'interrupteur de mon téléviseur et je prie. Je veux dire, je dis que c'est tout. Tout cela me dépasse, mais je dirais ceci, c'est la personne la plus intelligente que je connaisse dans ce domaine. En grande partie, je pense que ça va être un non-événement dans ce pays. Je ne peux pas parler pour le reste du monde, mais je pense que vous vous réveillerez le 1er janvier et découvrirez que le monde n'a pas changé depuis le 31 décembre. Maintenant, je dirais ceci. Vous pourriez demander à tout un groupe d'amis de vous faire des chèques d'1 milliard de dollars le 31 décembre, puis de les déposer, et vous savez, qui sait ce qui va se passer? Vous ne pouvez rien perdre. Je veux dire, nous rebondissons, et si le système est suivi, vous savez qui, vous pourriez trouver beaucoup d'argent sur votre compte, mais je ne compterai pas là-dessus. Nous possédons une société appelée Executive Jet. Nous avons environ 14 ou 1500 clients qui possèdent des avions chez nous, et nous, donc, nous en avons une centaine, eh bien, nous avons 160 avions et certains des nôtres qui volent. Ce serait très intéressant pour moi de voir.
Ce que les personnes avancées nous font savoir à l'avance lorsqu'elles souhaitent l'utiliser. Ce sera très intéressant de voir combien s'inscriront pour le 1er janvier à 1200, mais ça ne me dérangera pas du tout de les faire voler le 1er janvier ou de faire autre chose le 1er janvier. Idéalement, j'espère qu'ils se prépareront à regarder les Huskers jouer le grand match. Et je me demandais, comment décidez-vous dans quoi vous investissez votre temps et votre argent? Ouais, eh bien, j'aime trouver des entreprises qui ont de bonnes finances. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une bonne économie? Eh bien, une bonne économie est une entreprise qui est entourée d'une sorte de fossé qui rend son produit, son service, son emplacement ou quelque chose d'un peu plus désirable et pour le client que tout autre type de produit comparable. Vous savez, la barre chocolatée numéro 1 au cours des 30 ou 40 dernières années a été les Snickers. Les gens ne s'amusent pas avec différentes barres chocolatées. Ils s'amusent avec des robes de différentes longueurs. Ils s'amusent, vous savez, avec toutes sortes de choses. Mais ils ne s'amusent pas avec des barres chocolatées parce qu'ils pensent, vous savez, qu'ils vont entrer et disposer 50 centimes ou quoi que ce soit et le mettre dans leur bouche et ils ne le feront pas pour 50 centimes et le mettre dans votre bouche. Je veux dire, tu ne vas pas dire « je vais mettre 45 centimes et mettre autre chose dans ma bouche ». Vous trouvez donc cela très stable et nous aimons les entreprises auxquelles nous pensons. Nous pouvons déterminer où ils en seront dans 10 ou 15 ans. Je ne sais pas où en seront les entreprises de technologie de l'information dans 10 ou 15 ans. Je sais où seront les bars Snickers dans 10 ou 15 ans. Ils vont vendre à peu près comme ils le font actuellement. Je sais où sera la gomme de Wrigley dans 10 ou 15 ans. Il n'y aura pas beaucoup d'innovation. Du chewing-gum. Et Internet ne va pas non plus inciter les gens à arrêter de mâcher du chewing-gum. Je veux dire, Gates peut le penser, mais je ne le pense pas. Mais c'est la prévisibilité concernant la durabilité d'un avantage concurrentiel. Certains, quelque chose de spécial dans un produit. Nous recherchons donc ce genre de produit, puis nous recherchons des personnes honnêtes et compétentes qui dirigent l'entreprise. Il est plus facile de trouver des personnes honnêtes et compétentes que de trouver des entreprises qui resteront merveilleuses pendant une longue période. De nombreuses entreprises semblaient sur le point de rester merveilleuses, mais elles se sont en réalité évaporées avec le temps. Mais c'est ce que nous recherchons. Et ce qui est bien, c'est que nous n'avons pas besoin d'en trouver beaucoup. Si nous en trouvons un par an, c'est formidable. Vous savez, parce que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'une centaine ou d'un millier de bonnes idées d'investissement pour bien réussir. Il vous en faut un couple. Et si c'est le CA, la discipline est la chose la plus importante. Nous n'avons pas besoin de matière grise. Nous avons besoin de discipline. Vous n'avez pas besoin d'un QI de 150 pour faire ce que je fais. Dieu merci. Vous savez, vous n'avez pas besoin de 140, vous pourriez avoir besoin de 115 ou quelque chose comme ça. Mais vous avez besoin de discipline. Vous devez attendre de voir le gros terrain sur lequel vous lancez, car investir est un jeu de grève sans appel. Vous savez, si j'étais un joueur de baseball et que je n'aime que les lancer à 2 pouces au-dessus de mon nombril, vous savez, un gars pourrait apprendre cela et il pourrait me lancer, vous savez, à 3 ou 4 pouces en dessous. Je suis appelé en grève parce que je ne trouve jamais de terrain. J'aime que l'on puisse être appelé lors de grève au baseball. Vous devez vous balancer sur des lancers que vous n'aimez même pas nécessairement, surtout après que le décompte ait obtenu les 2 prises en affaires. Vous n'êtes pas obligé de vous balancer sur quoi que ce soit. Vous pouvez vous asseoir là et le journal dit General Motors à 68 ou General Electric à 115 ou General Dynamics à 63. Et si vous n'aimez pas ces prix, vous n'êtes pas obligé de vous balancer. Vous pouvez y attendre jour après jour et il n'y a pas de grève. Maintenant, quand vous faites un swing, quand vous décidez d'acheter quelque chose, alors, vous savez, si vous faites un swing et que vous ratez, c'est un strike. Mais c'est un jeu merveilleux car il n'y a pas de grève annoncée et vous pouvez simplement attendre cette fois-là dans 1 mois ou 6 mois ou 1 an ou 2 ou 3 ans lorsque vous savez vraiment ce que vous faites, où vous voulez. Le prix, là où vous aimez les gens qui dirigent l'entreprise, puis vous swingez et vous n'avez besoin que de quelques swings dans votre vie. C'est ainsi que nous essayons de sélectionner les entreprises.
nous essayons de rester avec des choses que nous comprenons. Je veux dire, il peut y avoir toutes sortes de merveilleuses opportunités d'investissement que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que feront les fèves de cacao l'année prochaine. Vous savez, peut-être que vous le savez, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas à quel prix le pétrole brut va se vendre. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Je dois juste connaître les choses. Je dois savoir ce que je sais. Je dois savoir où sont les limites de ma compréhension. C'est ce que j'appelle ce qu'est mon cercle de compétences. Et si je ne suis capable d'évaluer que 5% des entreprises dans le monde, pas de problème. Je reste simplement dans ces 5% et j'essaie de trouver quelque chose. Et c'est que la plupart des gens ont des ennuis parce qu'en matière d'investissement, parce qu'ils ont des démangeaisons, vous savez, ils ne peuvent pas se discipliner et ils entendent parler des autres qui gagnent de l'argent. Rien ne dérange autant les gens qu'ils entendent parler de leurs amis qui gagnent de l'argent. Je veux dire, c'est très destructeur pour la discipline parce qu'ils pensent, vous savez, je suis plus intelligent que le type d'à côté et il vient d'acheter cette nouvelle voiture avec l'argent gagné en négociant des actions sur Internet. Alors pourquoi je ne peux pas? Eh bien, la réponse est que vous ne pourrez pas le faire avec le temps. Vous perdrez de l'argent en négociant activement des actions et il est difficile de faire preuve de discipline. Mais chaque fois que vous achetez quelque chose, vous devriez pouvoir sortir une feuille de papier d'une page et dire « J'achète General Motors à 65 ». J'achète du General Electric à 150 parce que vous devriez écrire les raisons. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas remplir la feuille. Si c'est parce que quelqu'un m'en a parlé lors d'un cocktail hier soir, ce n'est pas suffisant. Si c'est parce que mon courtier m'en a parlé, ce n'est pas suffisant. Ouais, tu dois avoir une raison. Pour avoir pensé que c'était un investissement intelligent, vous faites la même chose si vous achetez une ferme ou un immeuble. Si vous achetez une ferme, vous diriez « J'achète cette ferme à 1000 $ l'acre parce que je pense que je peux gagner 60 $ l'acre avec elle. Si le maïs se vend à tel ou tel, et le soja à tel ou tel, et le rendement à tel ou tel. » Et tu comprendrais, c'est la même raison pour laquelle vous achetez des entreprises. Et lorsque vous achetez des actions, vous achetez une petite partie d'une entreprise. Et c'est probablement la chose la plus importante à retenir en matière d'investissement. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une petite partie de l'entreprise. Et si vous l'achetez à un prix attractif pour l'entreprise, pour l'ensemble de l'entreprise, vous gagnez de l'argent. Et si vous ne le faites pas, vous savez, avec le temps, vous ne gagnerez pas d'argent. Le révérend Jackson, Jesse Jackson, nous a parlé plus tôt. Il semblait croire que les normes morales de la société d'aujourd'hui finissent par nous affecter dans les affaires. Comment pensez-vous que cela nous affectera en tant que jeunes qui grandissent aux États-Unis? Eh bien, je pense qu'il est très difficile de quantifier les normes morales au fil du temps. Je veux dire, vous savez, vous pouvez identifier d'énormes faiblesses à tout moment en termes de comportement des gens ou du pays et d'énormes forces. Donc, je pense que oui. Extrêmement difficile à quantifier. Je pense que dans l'ensemble, nous avons fait des progrès dans ce que j'appellerais les normes morales institutionnalisées dans ce pays. Je veux dire, vous savez, en termes d'esclavage, je veux dire, les femmes ne pouvaient pas voter, vous savez. Il y a un siècle, la moitié du pays était de seconde zone. Les citoyens, à cet égard, avaient des droits très limités et en termes d'héritage et toutes sortes de choses, l'impôt sur le revenu n'existait pas, il y a 100 ans. Donc, l'idée de taxer les gens en fonction de ceux qu'ils bénéficiaient de la société et de leurs revenus n'existait pas. Donc, je pense qu'en termes de normes morales institutionnalisées, le pays a fait des progrès vraiment assez significatifs au cours des 100 dernières années. Je pense, vous savez, qu'il y a un énorme chemin à parcourir. Je pense que nous allons dans la bonne direction, peut-être par à-coups, mais je pense que nous allons dans la bonne direction. Et je pense que ce sera un avantage significatif pour toutes les personnes présentes dans cette salle si elles vivent dans 40 ans dans une société plus morale que moins morale. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils le fassent. Je pense que le pays évolue dans cette direction, ce qui est très difficile à faire, car toutes sortes d'intérêts s'y opposent. Mais en fin de compte, je pense que le peuple américain le veut, et vous l'avez vu dans les droits civiques. Je veux dire, il a fallu la télévision pour dramatiser ce qui se passait,
et les gens qui n'étaient pas là préféraient ne pas y penser. Mais cela a touché la conscience du peuple américain, et beaucoup de progrès ont été réalisés là-bas, et il reste beaucoup à faire. Mais là, c'est mieux qu'avant. Et le rythme peut paraître très lent aux personnes impliquées, et je peux le comprendre. Le rythme, vous savez, pour le suffrage des femmes, je veux dire, cela a duré des décennies et des décennies et des décennies. Les femmes pouvaient faire partie d'un jury. Je lisais le procès de Clarence Darrow qui a eu lieu en Californie, vous savez. Il n'y avait aucune femme dans le jury. La femme n'avait pas le droit de faire partie d'un jury. Elle n'était pas citoyenne en ce sens. Donc, à mon avis, le comportement moral du pays s'est amélioré, mais il continuera à s'améliorer et j'espère que vous tous dans cette salle ferez votre part pour l'aider à s'améliorer. Je me demandais comment, depuis que le marché boursier est si haut en ce moment, ce serait intelligent pour nous de nous impliquer maintenant ou d'attendre que ça baisse un peu ou quoi. Ouais, je ne peux pas vous dire si vous devez ou non acheter des actions maintenant. En général, je pense qu'il est important que vous économisiez de l'argent, vous savez, et que vous l'investissiez en bourse. Je ne pense pas que ce soit très important. Je pense que si vous êtes intéressé par les actions, vous devriez les acheter, vous savez, et vous avez un peu de capital. Vous devriez en acheter quelques-unes. Je veux dire, je ne pense pas qu'il existe un meilleur moyen d'en apprendre davantage sur eux que d'en faire l'expérience. Le faire sur papier n'est pas la même chose. Je peux vous garantir que si vous perdez de l'argent sur papier ou de l'argent réel, c'est une expérience différente. Et je pense que vous en apprendrez davantage sur vous-même si vous procédez de cette façon. J'ai acheté mon premier titre. Quand j'avais 11 ans, j'étais en fait à Rose Hill à l'époque et j'ai acheté 3 actions de City Service Preferred à 38 et c'est descendu à 27, ceux dont je me souviens encore, même si j'avais 11 ans. Et puis c'est monté à 40, je l'ai vendu. J'ai gagné 5 $ sur mes 3 actions après commission, puis je suis passé à 200 $ et quelque chose comme ça. Donc, vous savez, je m'en souviens probablement un peu mieux que si je l'avais fait sur papier. Et j'ai fait beaucoup de choses entre 11 et 19 ans environ en bourse. J'ai fait des graphiques, j'ai fait toutes sortes d'analyses techniques, j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver sur le sujet, et je n'ai pas très bien réussi, je n'ai pas fait de mauvais résultats, mais je l'ai fait. J'étais vraiment en train de patauger. Mais cela voulait dire qu'à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai lu le livre de Ben Graham, j'étais à l'université du Nebraska à Lincoln, je suis allé acheter ce livre intitulé « The Intelligent Investor » qui vient de sortir, et il a eu un impact énorme sur moi. Maintenant, si je ne l'avais pas fait au cours des 8 années précédentes, si je n'avais pas été partout, je ne suis pas sûr que ce livre aurait eu le même impact sur moi. Je veux dire, à ce moment-là, j'étais prêt à lire le livre de Ben Graham, qui a changé ma vie financièrement d'une manière incroyable. Je veux dire, je ne serais pas ici aujourd'hui si j'avais lu ce livre. Mais oui, une partie de la vie se prépare pour que lorsque quelque chose arrive, ce soit important. Vous pouvez en saisir la signification et savoir quoi en faire. Et je dirais que ces 8 premières années de bêtises, même si cela n'a rien apporté financièrement, ont produit beaucoup de choses en termes de préparation de mon esprit. D'une part, j'ai vraiment lu quelque chose qui avait du sens. J'étais donc prêt à l'accepter. Et en fait, je suis retourné en Colombie pour étudier sous la direction de Graham et à cause de la lecture de ce livre et toutes sortes de choses en ont découlé. Je vous encourage donc, si le domaine vous intéresse, à faire quelque chose, j'essaierai quand même d'être aussi intelligent que possible. J'essaierai de m'en tenir aux choses, aux entreprises. Je pensais avoir compris que je sortirais quand même cette feuille de papier et que j'écrirais « Je fais ça parce que… » et je testerai simplement mon raisonnement. Ensuite, j'y retourne et je le lis un an plus tard et voyez si ce que vous pensiez être vrai s'est avéré vrai. Donc, je me vérifiais toujours. Je crois qu'il faut me noter sur tout. Vous savez, les médecins font des autopsies et ils le font parce qu'ils apprennent des autopsies et les hommes d'affaires n'aiment pas faire d'autopsie. Construire des usines ou acheter des entreprises. Et ils n'ont jamais voulu vérifier 2 ans plus tard comment cette décision s'est déroulée parce que cela peut être désagréable. Mais vous apprenez des post-mortem et vous ne voulez pas apprendre.
Il vaut bien mieux apprendre des erreurs des autres que des siennes, mais vous devez aussi apprendre de quelques-unes des vôtres. Et le moment de le faire, c'est quand on est jeune. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que le gouvernement, avec les politiques actuelles de protection sociale et de sécurité sociale, est-il financièrement compétent et préparé financièrement? Eh bien, je pense que le pays dans son ensemble est plutôt bien préparé pour l'avenir. Cela ne veut pas dire que j'adopterai toutes les politiques qu'ils ont. Mais je pense que nous avons une société extrêmement riche. Une société extrêmement riche. Et ça deviendra plus riche. Tout le monde ne va pas participer à cela. Certains ne participeront pas à cause d'un handicap physique, d'autres à cause d'un handicap mental, d'autres encore à cause de lacunes dans l'éducation qu'ils ont reçue lorsqu'ils étaient jeunes, pour toutes sortes de raisons. Nous avons une société suffisamment prospère pour pouvoir prendre soin de ces gens, et nous devrions prendre soin d'eux. Et comment nous le faisons pour qu'ils se sentent plus utiles dans la vie? Et comment nous le faisons pour que nous continuions à encourager les gens à être eux-mêmes plus productifs et tout ça? Je veux dire, ce ne sont pas des questions faciles, mais cela ne devrait pas nous détourner du sentiment que nous devrions faire quelque chose à ce sujet. Je pose ce problème parfois aux gens. Je dis, supposons que c'est 24 heures avant votre naissance et que vous puissiez tous passer ce test 24 heures avant votre naissance et qu'un génie vienne à vous. Et le génie dit, « Quel était ton nom déjà là-bas ?»« Peu importe, on t'appellera Joe. » Et le génie dit « Joe. » Alors, comme tu me sembles plutôt prometteur, je pense que tu as un certain sens du fair play et un bon esprit. Et donc je vais vous laisser une opportunité extraordinaire. Je vais vous laisser concevoir le monde dans lequel vous allez naître dans 24 heures. C'est à toi. Vous choisissez les règles politiques, vous choisissez les règles économiques, vous choisissez les règles sociales, vous concevez le monde. Et quand vous naîtrez dans 24 heures, vous allez naître dans ce monde. Et c'est le monde qui va exister pour votre vie, pour la vie de vos enfants, pour la vie de vos petits-enfants. Et vous, ayant entendu parler de certaines de ces blagues géniales dans le passé, vous diriez « Quel est le problème ?» Le génie dit « Eh bien, c'est un très léger piège. » J'ai dit « Quand tu seras né dans 24 heures, tu vas émerger dans ce monde que tu as conçu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est si vous allez naître noir ou blanc, homme ou femme, riche ou pauvre, brillant ou attardé, valide ou infirme, aux États-Unis ou en Afghanistan. Tout ce que vous savez, c'est que vous allez mettre la main dans ce baril, qui contient désormais 6 milliards de balles, comme nous le savons, représentant une personne, chaque personne dans le monde. Et tu vas participer à ce que j'appelle la loterie des ovaires. Vous allez retirer une balle de ce baril et vous n'en récupérerez jamais une autre. C'est toi. Vous allez récupérer une balle et maintenant, vous allez fusionner. Maintenant, quel genre de règles voulez-vous avoir pour cette société sans savoir quelle balle vous allez avoir? Maintenant, je vous explique comment les gens devraient penser la politique sociale. Et si vous êtes né, si vous avez la chance d'être né dans ce pays, vous avez déjà gagné à la loterie. Mais nous devrions avoir un système, à mon avis, qui encourage les Jack Welch et les Bill Gates et tout ça à fonctionner bien au-delà du moment où cela a une quelconque importance économique pour eux. Nous voulons des gens qui contrôlent ces ressources et qui sont extrêmement capables de les commander. C'est comme ça que le niveau de vie évolue. Nous devrions donc vouloir, vous savez, nous devrions vouloir que Tom Osborne soit entraîneur au Nebraska. Nous devrions vouloir que Bill Gates conçoive des logiciels et nous ne voulons pas mélanger les deux. Nous ne voulons pas que Bill soit entraîneur au Nebraska. Donc, vous voulez des gens, vous voulez un système qui dirige. Amener les gens à réaliser leur potentiel et les mettre dans la position où ils peuvent faire le plus de bien à la société. Mais vous voulez aussi un système permettant aux gens de se tromper de balle. Je veux dire, quelqu'un va récupérer le ballon, vous savez, ça dit « addict », quelqu'un va récupérer le ballon. Cela dit « telle maladie » ou cette maladie au début de la vie qui les paralyse, et nous avons une société assez riche qu'on peut prendre soin de ces gens. Et je pense que pour revenir à ta question, je pense que cette société va bouger davantage et plus dans cette direction. Il a la capacité d'aller de plus en plus dans cette direction
à mesure que nos ressources et notre production augmentent, et je pense qu'il a la volonté de le faire de manière générale. Bien que, comme je l'ai dit, il y a toujours eu beaucoup de crises. Les ressources ne manquent donc pas aux États-Unis. La production ne manque pas. Il faut avoir un système qui encourage les gens à se comporter à la limite de leur capacité et qui les place à la bonne place. Mais ensuite, vous devez vous assurer que tout le monde est également pris en charge. Et je voulais savoir comment, selon vous, les médias affectent le monde économique aujourd'hui? Eh bien, c'est une petite question. Ce qu'il fait évidemment simplement parce qu'il a tellement progressé technologiquement qu'il l'a rassemblé de manière considérable. Je veux dire, j'étais en Chine il y a quelques années et j'étais juste après la conférence des femmes à Pékin et je lisais la couverture chinoise de cette conférence et bien sûr, cela n'avait rien à voir avec ce qui se passait, mais Internet arrivait et vous savez, vous pouvez accéder au Washington Post ou au New York Times ou quoi que ce soit. Je reçois le Washington Post à 21h30 ici ce soir. En fait, je n'ai jamais pu l'obtenir le lendemain, par livraison physique, mais par livraison électronique, je peux le lire. Vous savez, probablement avant que la plupart des gens à Washington ne le lisent, la capacité de communiquer et la mesure dans laquelle le monde peut avoir conscience de ce qui se passe partout dans le monde. C'est juste, vous savez, ça a été un bond en avant et, vous savez, cela aura été le cas. Il y a beaucoup de choses qui en découlent et elles sont un plus avec le temps. Mais je signifie la capacité de l'information à être accessible à tous, dans le monde entier, presque instantanément. Il peut s'agir d'énormes progrès dans des domaines comme la médecine, par exemple, rien que pour en choisir un. Donc, c'est un plus net. Cela a un grand effet et la définition des médias a maintenant été élargie. Énormément. Je veux dire, il y avait 3 chaînes de télévision et vous savez, au début des années 1960 et c'était tout. Les informations sur 3 autoroutes étaient transmises électroniquement. Et si les 3 informations dans lesquelles j'aime Lucie et je veux autre chose et quelque chose d'autre, ce sont les 3 choix d'informations ou de divertissement que vous aviez pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes assises là en train de regarder un tube. Maintenant, c'est illimité et ce n'est que ça, environ 3 décennies. Donc ça a juste explosé et ça va continuer à exploser. Et Ned, je pense que c'est un plus et je pense qu'il est 13h. Je tiens à vous remercier tous. Je te souhaite bonne chance, tu vas faire un travail formidable. Merci.